Merci d'être avec nous. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. Le but de cette conférence étant donc la prévention médicale, les solutions digitales existantes. Donc, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Je commence là-bas à droite. Nous avons Philippe Biberson d'International SOS. Monsieur Biberson, si vous pouvez en 2-3 mots nous présenter rapidement International SOS. Oui, bien sûr. Donc, j'ai rejoint International SOS il y a 8 ans. C'est une société, peut-être que vous connaissez, qui est une société d'assistance. Santé depuis plus de 35 ans, sécurité depuis plus de 15 ans. Donc, société d'assistance santé-sécurité qui est dédiée aux corporations. On travaille avec des entreprises, avec des organisations internationales, des ONG. On ne travaille pas avec des particuliers. Nos clients, les personnes que nous assistons, les entreprises que nous assistons sont présentes dans le monde entier. Donc voilà pour une présentation rapide d'International SOS, comme ça vous savez d'où je parle. Merci. Juste à côté de Philippe Biberson, nous avons Bernard Astruc qui lui aussi est médecin. Et Bernard Astruc, c'est Eutelmed. Eutelmed, pareil, en 2-3 mots. Donc Eutelmed, c'est une société qui a été fondée en 2010. Eutelmed, c'est une plateforme de e-santé et c'est un réseau à l'international. Un réseau de professionnels de santé, essentiellement basé sur la santé mentale. Il y a des psychiatres, psychologues, il y a des orthophonistes, il y a des médecins généralistes, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et Eutelmed s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises. Eutelmed a également une activité au sein des entreprises de prévention, d'accompagnement des salariés et de gestion de crise. Merci beaucoup. Dans l'ordre, toujours. Alors, Géry Pruvot, donc c'est Medicus. Et que fait Medicus ? Et donc Medicus, on est une start-up dans ce qu'on appelle la e-santé et on fait de l'analyse de bilan sanguin. On aide les patients à comprendre leurs données de santé et on fait de la prévention santé auprès des patients à partir des données de santé qu'on va récupérer directement à partir d'une analyse du bilan sanguin. On va faire ce qu'on appelle un rapport augmenté, donc récupérer les données, les rendre intelligibles sous forme graphique et y apporter de l'information de manière à faire de l'éducation à la santé, de calculer des scores de risque et en fait de commencer à engager le patient dans un véritable programme de prévention primaire et secondaire. Tout ça sur une application mobile. Merci. Olivier Lefauder, AOC Insurance Broker. Alors, donc AOC est une insurtech. Nous sommes spécialisés dans la comparaison des assurances santé internationales pour expatriés. Et au cœur de notre business model, nous avons intégré un programme de prévention et de reward pour nos clients. C'est-à-dire que nous accompagnons directement nos clients dans les actes de prévention de manière digitale et humaine en ayant engagé les assureurs à offrir ce type de programme et dans le cadre de la rétention et de la fidélisation de ces clients, un discount sur leur prime d'assurance santé dès la 2e année de police d'assurance. Le programme de prévention touche le diagnostic, l'observance et la gestion des conditions chroniques et préexistantes. Parfait. Donc je crois que vous avez chacun une présentation dédiée au sujet. Donc Olivier, vous commencez ? Je sais pas, ou vous qui êtes devant, c'est vraiment dans l'ordre où vous le souhaitez. Mais je pense que c'était bien de commencer par l'assurance. Ok. Oui, c'est et vous avez quelques slides à... Non, je pense que ça va être plus simple. Pas besoin d'avoir de slides, il faut se concentrer sur les slides. Donc il faut déjà penser que l'assurance et l'innovation, donc aujourd'hui, sont 2 paramètres qui sont très très importants et donc tout ce qui touche à la prévention digitale donc s'intègre de fait automatiquement dans le cœur opérationnel aujourd'hui des assureurs. Ces assureurs se doivent avoir des conséquences d'être plus éthiques, d'apporter davantage de services et pour réduire la facture des frais de santé, que ce soit les États mais que ce soit aussi les assureurs privés, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de traiter bien plus en amont cette partie prévention. Alors elle a toujours existé dans les plans d'assurance santé internationale, sauf qu'aujourd'hui, la digitalisation ou la disruption de ce secteur d'activité permet d'intégrer
des outils, soit sous la forme de plateformes d'intelligence artificielle ou de machine learning, d'IoT liés à des objets connectés, de télésanté, etc., pour apporter beaucoup plus de services, puis aussi réduire les coûts pour ces mêmes assureurs. Donc aujourd'hui, cette partie innovation et ce qu'on appelle la M-santé au sens large devient de plus en plus un élément prépondérant, j'allais dire, pour ces assureurs, mais aussi une demande très très forte du public. La raison en est simple, c'est que tout le monde veut atteindre le Graal et essayer de vivre le plus longtemps possible en ayant le moins de conditions médicales, etc. Et aujourd'hui, les dernières technologies liées au génome, à l'ADN, aux marqueurs génétiques, etc., permettent d'améliorer sensiblement la santé de ces personnes. Je dirais même que la France, dans un programme qui est accompagné et sponsorisé par la communauté économique européenne, a fait appel au marché privé des startups pour intégrer cela directement dans nos propres systèmes de santé. La raison en est simple, c'est que le coût aujourd'hui ne peut plus être supporté par ces États, et donc ils cherchent à lutter par voie des conséquences contre ces grandes maladies qui sont répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé, du type le diabète, le rapport poids-taille, etc. Voilà, je vais passer ensuite peut-être la parole au docteur sur la partie internationale SOS ou Telmed. On avait plutôt dit que Géry allait. Oui, bien sûr. Donc nous, effectivement, donc ce qu'on vous a pas expliqué, c'est qu'on est partenaire avec Olivier, donc Olivier qui donc effectivement est une insurtech, et nous on vient du domaine médical. On est vraiment une société, nos clients initiaux, c'est les laboratoires d'analyse de bilan sanguin. Et en fait, petit à petit, notre application récupère de plus en plus de données. Donc on récupère des données des biomarqueurs, mais on récupère également, une fois qu'on est sur une application mobile, des données déclaratives des patients. Et donc Olivier en discutait tout à l'heure, les assurances deviennent finalement de plus en plus prescripteurs de ce genre de technologie, et donc c'est là où on a vu qu'on pouvait avoir finalement mélangé ces deux mondes, et que les assureurs puissent devenir des distributeurs finalement et des promoteurs de ce type de programme de prévention. C'est finalement l'assureur qui devient aujourd'hui, qui va aider ses clients à comprendre leurs données de santé. En sachant qu'aujourd'hui aussi, ce monde, dans le cadre de cette disruption technologique, on fait face aussi à une révolution de l'usage. C'est-à-dire que l'on veut utiliser des outils simples, que ce soit à travers un mobile, etc., permettant de pouvoir interagir, s'interconnecter, avoir des réponses en instantané sur ses propres données médicales. Est-ce que je pourrais avoir un exemple concret ? Imaginons, voilà, je suis en voyage, qu'est-ce que ça va être à l'arrivée ? Ça va être une appli sur laquelle je vais pouvoir, où mes données seront déjà rentrées parce que je suis assurée par votre... Comment ça va ? En fait, le parcours est assez simple. Vous allez... L'entreprise va souscrire un contrat avec Olivier. Si, c'est possible avec aussi, de la même manière. Un indépendant donc je peut souscris aussi. à votre appli, Tout la à fait. télécharge. Voilà, vous téléchargez, elle est gratuite, cette application. Si vous avez souscrit chez nous, vous allez avoir un login et un password. Elle existe déjà. Vous allez avoir un login et un password, ça s'appelle House Expat Care. Je trouve sur Google Play et sur l'iOS. On se télécharge très simplement. À partir du moment où vous avez acheté une police chez nous, on va vous donner un code. Avec ce code, ça va se matérialiser dans notre plateforme. Et donc, on va pouvoir vous tracer dans cette application mobile avec ce QR code. Nous n'aurons simplement, nous, en retour, que ce qu'on appelle un score d'engagement, donc des données totalement anonymes, permettant de les adresser à l'assureur pour vous offrir ce fameux discount sur votre police. Et vous, de votre côté, vous allez être le propre acteur de votre santé. C'est-à-dire que toutes les données qui sont à travers cette application, c'est vous qui les sauvez à travers votre iCloud, votre Google Drive, etc. C'est nous qui les rentrons. Oui, les données sont canalisées. On les rentre soit à la main, soit on prend en photo son bilan sanguin. Et en fait, toutes les données sont directement intégrées dans mon application. Parce qu'il faut comprendre que le résultat que l'on peut escompter de ces outils, par voie de conséquence, ne peut se faire que si on amène de la data.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut amener de la data de telle manière à pouvoir la retranscrire, la travailler pour ensuite avoir du diagnostic ou de la pertinence médicale. Mais l'élément important aujourd'hui pour tous les usagers, c'est de dire qu'est-ce que je fais de cette data. Dans le cas de notre application, avec une technique de SDK, etc., c'est directement l'assuré, entre guillemets, qui détient ses propres données. Le traitement qui est effectué par notre partenaire Medicus, il ne fait que traiter cette donnée. Si en face on avait une autorité médicale, bien entendu, il pourrait avoir cette donnée, etc. En fait, notamment pour un assuré particulier ou pour une entreprise, l'entreprise aura juste un grand camembert avec où sont les salariés, sont-ils engagés dans de la prévention ou pas, mais uniquement ces éléments. Mais dans la mesure où c'est l'assuré qui rentre lui-même ces données, quel contrôle vous avez, vous, pour vérifier la véracité de ces données? Parce que si moi, je ne veux pas payer ma prime très chère, j'ai qu'à mettre... Alors, la tarification de la prime, elle est à aucun moment faite en fonction des données qui sont rentrées dans Voilà. l'application. Voilà. C'est pas... on a... C'est pas, je paye Non, moins cher si non, je mais- suis en très bonne santé. Non, complètement. Pas du tout. On n'est pas du tout... On Les- n'est pas du tout dans ce cadre. On est vraiment dans la prévention. Voilà, on est dans la prévention. En fait, aujourd'hui, il Tout faut petit- comprendre que le système, aujourd'hui, les assureurs ne peuvent pas continuer à payer plus, je vous synthétise, et puis les assurés de l'autre côté ne peuvent pas continuer à payer des primes de plus en plus chères. Donc à un moment donné, il faut qu'on Se mettre revoie d'accord. en amont les choses. Et puis ces assureurs qui ont on va dire finalement, les assurés considèrent que ils ont une base d'expérience vis-à-vis de l'ensemble de ce monde de l'assurance, ils se doivent d'être un petit peu plus éthiques. Que notre société change, l'usage, etc. Donc ils n'ont pas d'autre choix non plus que de, face à ces nouveaux clients, ces Gen Z, ces millennials, etc., d'apporter ces services et ces éléments. S'ils ne le font pas, d'autres vont le faire, tels qu'Amazon et d'autres, etc. Ils vont dominer le marché. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'intégrer dans ce système. Ces éléments aujourd'hui sont déjà partie intégrante dans, je sais pas, en Asie, avec des groupes, ou aux États-Unis, où cette partie, on va dire, prévention est au cœur de l'assurance. En Très fait, bien. Voilà. Alors, on a parmi nous un médecin. Donc, Eutelsmed, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est donc un système médical par téléphone ou par voie électronique, Skype, etc. Si on a un problème de santé à l'étranger, on peut passer, rencontrer un médecin de famille par le biais de Skype ou du téléphone qui va pouvoir me faire un diagnostic. Alors, oui et non. Oui, on va pouvoir faire des choses à distance, et non, on va le voir. On ne va pas passer par Skype, parce que Skype, c'est pas sécurisé, c'est pas RGPD, c'est pas hébergement agréé de santé, donc on va oublier Skype, Très bien. et on va aller sur des applications propriétaires. Alors, donc Eutelsmed, effectivement, on fait de la prévention, de l'accompagnement et des soins à l'international. Notre leitmotiv, c'est vraiment dans la langue et la culture de chacun, c'est là-dessus qu'on s'est construit. Alors, on a une plateforme de e-santé qui est là aussi propriétaire. Nous l'avons développée, c'est un des savoir-faire de Eutelsmed, la plateforme. Cette plateforme, évidemment, donc, elle est conforme aux réglementations, y compris la vidéo même, qui est hébergement agréé de données de santé, ce qui n'est pas le cas d'autres plateformes. Elle va permettre très facilement de prendre rendez-vous avec un praticien, mais de le sélectionner aussi en fonction de sa langue et sa culture. Il y a près de 40 langues dans le réseau de Eutelsmed. Cette prise de rendez-vous peut également être faite dans les programmes de prévention en entreprise par un tiers, un assistant, peut prendre des rendez-vous pour du débriefing de retour de mission, pour du bilan de santé, puisqu'on fait aussi des bilans de santé avant le départ. Vous avez des salariés qui partent dans des lieux très reculés ou très difficiles. Et il va y avoir un bilan santé psy fait avant le départ, pendant et après. Ça va permettre de faire de la e-santé avec également du tiers payant par des assureurs, parce qu'on travaille avec des gestionnaires de santé qui vont permettre de prendre en charge une partie ou tout du coût de la consultation, que ce soit en télémédecine ou en e-santé plus largement. Et ça va aussi permettre, cet espace de e-santé, cette plateforme va permettre aussi d'envoyer de l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir également organiser des webinaires sur des sujets qui intéressent les expatriés. Le dernier en date était sur la rentrée scolaire, parce qu'il y a eu des webinaires précédents dans le même sujet autour de grandir en plusieurs langues, enfin des sujets qui touchent la multiculturalité. Mais ça peut être aussi des webinaires sur le burn-out. Il y en a eu un très récemment, qui sont ou en français ou en anglais, ça dépend. On va pouvoir apporter de l'information, du contenu, et cette plateforme, ça va être un outil, là aussi, de prévention. Donc ça va permettre, pour rester en lien avec le sujet de la conférence, à créer du lien alors que la personne est partie en mission. Alors cette plateforme, c'est un outil. Cet outil ne marche pas s'il n'y a pas des praticiens dessus. Et un réseau, il faut l'animer, il faut le faire vivre, il faut lui apporter des patients, et il faut le former.
Et la formation, elle est assurée par des responsables pour chaque spécialité. Donc vous en avez certains ici, sur la médecine générale, la psychologie, l'orthophonie. Parce qu'il faut animer ce réseau en plusieurs langues, il faut le former, comme je le disais, et il faut que chacun ait son espace sécurisé dans lequel il peut recevoir les patients. Ça veut donc dire que grâce à cette plateforme, même si on se trouve aux États-Unis, où on le sait, c'est très difficile de pouvoir rencontrer un médecin si on n'est pas déjà dans son fichier, on va pouvoir obtenir un diagnostic, par exemple. Alors, oui et non, là aussi. C'est-à-dire que si on est aux États-Unis, la loi est extrêmement restrictive aux États-Unis. Cette plateforme, elle va s'adapter à la loi de chaque pays. Et donc, aux États-Unis, le médecin devra être aux États-Unis. Il devra avoir la licence de l'État dans lequel on se trouve. D'accord. Par contre, si on est dans d'autres pays, certains sont très restrictifs sur la télémédecine, donc sont assez ouverts. Donc, ça va dépendre du pays. Et la plateforme est capable de gérer l'endroit où se trouve le patient et l'endroit où on va pouvoir faire des téléconsultations. Et la particularité de cette plateforme, c'est en télémédecine, on ne travaille pas seul, hors sol, entre un médecin à un endroit, un patient à un autre. On a dans la plateforme des médecins correspondants, qui sont des médecins de proximité pour le patient, et qui vont permettre, s'il y a besoin d'avoir une prescription locale, s'il y a besoin d'avoir des examens complémentaires, un examen physique à faire, qui vont permettre de le faire en correspondance avec quelqu'un qui est localement installé. Et effectivement, après, il y a d'autres spécialités où on peut être beaucoup plus digitalisé. Je vais vous donner deux exemples. Donc, un premier focus, qui est sur le... je vais taper trop vite. Médecin de famille. Donc, ce qu'on propose à des entreprises, là, c'est un service qui est proposé à des entreprises. On leur propose, voilà, vos collaborateurs vont partir en famille à l'étranger. Faisons un bilan avant de partir pour voir s'il n'y aura pas des difficultés. Donc, on va essayer d'anticiper les difficultés à venir. Par exemple, au cours d'une discussion, le médecin généraliste va apprendre qu'un des enfants est suivi depuis peu pour un diabète. Bon, vous allez dans tel pays, comment vous allez suivre cet enfant pour le diabète, comment on va pouvoir faire, comment on va se mettre en route, comment ça va être possible d'intégrer ça dans un nouveau pays, dans une nouvelle école aussi. Donc il va pouvoir faire un certificat pour cette école, il va pouvoir suivre cette famille pendant le temps de l'expatriation, et éventuellement avoir des consultations si besoin, pouvoir rédiger une ordonnance, etc. Toujours avec le principe du médecin local si la possibilité ne peut pas fonctionner totalement sur la plateforme. Et ce genre de consultation, là je parle à titre privé, sans passer par une entreprise, oui. Elles sont prises en charge par l'assurance ou Exactement. ça fonctionne Alors la grande nouvelle pour la France et pour tous les expats français, c'est que depuis le 15 septembre, la téléconsultation est rentrée dans la nomenclature. Et donc prochainement, ça va être acté pour la Caisse des Français de l'étranger, très certainement qu'ils puissent le proposer, donc en complémentaire ensuite santé pour les frais que ça peut occasionner. Alors deuxième focus que je voulais faire sur ce sujet, garder le lien, c'est le programme que nous avons co-développé sur le dépistage du mélanome en entreprise. C'est un cancer qu'on peut éviter parce qu'on peut le dépister. 90% des mélanomes peuvent être, s'ils sont pris tôt, peuvent être entièrement guéris. Donc c'est un cancer très dangereux. Et à la fois, s'il est pris très tôt, il y a un fort pourcentage. Donc l'enjeu du dépistage est extrêmement important. Et depuis très longtemps, les entreprises font venir un dermatologue une fois par an pour la journée du dépistage. Et qui c'est qui prend rendez-vous chez ce dermatologue au siège? Des gens anxieux, évidemment. Pas forcément des gens qui ont des lésions qui devraient être dépistées. Donc c'est important qu'il y ait un dermatologue en présence. Le programme que l'on fait est complémentaire. C'est un dépistage digital. Il y a une plateforme. On fait une campagne, il y a une méthode ABCDE comme vous le voyez ici, mais il y a une campagne de communication qui peut durer un certain temps. Les gens vont sur le site et vont poster des photos après avoir appris à repérer sur leur propre corps ce qu'on appelle en dermatologie un vilain petit canard, c'est-à-dire un grain de beauté qui est suspect parce qu'il a la forme ou la couleur qui a bougé ou l'épaisseur, etc. Donc ils vont repérer ce vilain petit canard, ils vont prendre une photo avec le smartphone ou ils vont demander à quelqu'un de le prendre ou une infirmière sur site. S'il y a une infirmière au boulot, ça se fait aussi. Ils vont le poster et là-dessus, il y a un dermatologue qui va les rappeler ou leur écrire en disant « Écoutez, c'est un peu inquiétant ce que vous avez là, donc il faut rapidement l'enlever. Vous allez voir un chirurgien, on va vous l'enlever, on va l'analyser et on va vous accompagner dans cette démarche. » Et ça a été déjà fait, je reviens juste sur la diapo précédente. On a eu de très beaux résultats là-dessus en travaillant avec une mutuelle d'entreprise sur une campagne qui a duré, on est sur la 3e année, et où on a dépisté plus de mélanomes que ce qui était statistiquement attendu. Et c'est des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu un dermatologue. C'était des gens ouvriers, etc. Et en termes de dépistage, est-ce que vous envisagez de décliner d'autres méthodes sur d'autres mots
Alors, pour le moment, ce n'est pas un projet, mais il y a effectivement la possibilité d'imaginer d'autres dépistages à distance. La particularité du mélanome... l'image. Voilà, la particularité du mélanome, c'est que vraiment, avec du digital, on arrive à faire des choses très intéressantes. Parce que de nos jours, beaucoup de gens hésitent à aller chez un médecin, à se déshabiller, à montrer à des endroits extrêmement intimes des lésions. Ils n'hésitent absolument pas à mettre des parties également intimes sur des sites de rencontres. Donc, si vous voulez, il y a un usage du smartphone qui fait qu'on peut très bien utiliser ça à bon escient pour en faire de la prévention. Mais c'est aussi les limites, du numérique, quoi, parce qu'en fait, autant un grain de beauté en photo, vous allez pouvoir détecter si... Mais tout ce qui ne peut pas être pris en image, vous ne pourrez jamais... Exactement. D'où l'intérêt de faire des bilans psy, par exemple, pour détecter des problématiques psy. Et l'image, là aussi, va être intéressante parce qu'on va voir à travers la vidéo des choses qu'on n'aurait pas vues. Donc le numérique, c'est intéressant aussi pour créer ce lien. Voilà, je vais laisser la parole ensuite à Philippe, sinon... Biberson. Alors chez International SOS aussi, on développe des outils numériques pour assurer la prévention. Ben c'est ça, je voulais commencer par vraiment la prévention, parce que contrairement à l'image qu'on peut se faire du métier d'assistance, vous allez le voir, c'est sur la slide suivante, je crois. Vous n'intervenez pas toujours quand c'est trop tard. Vous allez voir, il y a un bel entonnoir, là, vous voyez sur 5 millions quasiment d'appels, 1% simplement seront des cas qui vont se résoudre comme une évacuation ou un rapatriement. Il y a quelques hospitalisations et consultations médicales, mais 80% sont des conseils. Donc 80% du travail qui est fait sur un plateau d'assistance, on a 26 plateaux d'assistance dans le monde entier, c'est du travail de conseil, d'orientation. Alors santé et sécurité, parce qu'on couvre les aspects santé et sécurité, mais disons, notre métier traditionnel, c'est quand même la santé. On a été créé par des médecins et on continue d'avoir, je crois, pratiquement la moitié du staff et du staff médical sur les 12 000, 11 000 ou 12 000 employés d'SOS, la moitié du staff et du staff médical. C'est rare d'avoir cette proportion de médecins dans une entreprise. Donc, un gros focus médical et un gros focus effectivement sur la prévention. Je le disais tout à l'heure, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des corporations. Ces gens sont soucieux de la santé de leurs employés, c'est leur force de travail. Ils sont soucieux parce que c'est des gens bien, mais en même temps ils sont soucieux parce qu'ils savent que ça peut leur coûter extrêmement cher, les problèmes de santé au travail, et pas simplement dans nos pays développés européens. Aujourd'hui, les épidémies de maladies non transmissibles dont on entend parler partout en ce moment sont véritablement un phénomène épidémique qui touche en particulier les pays en fort développement économique ou les pays sous-développés comme on disait auparavant, parce que le développement est extrêmement brutal, parce que les changements de vie sont extrêmement brutaux et parce que, j'en reviens à nos entreprises, la plupart de leurs employés à l'exportation sont bien sûr quelques expatriés ou quelques voyageurs ou quelques employés internationaux, mais sont essentiellement des employés locaux. Et aujourd'hui, l'énorme préoccupation en termes de santé au travail dans tous ces pays-là, dans le monde entier, c'est encore un petit peu les maladies infectieuses. On pensait à une époque qu'on allait assister à une transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on allait se débarrasser du paludisme, la typhoïde, etc., et qu'on allait verser dans les maladies non transmissibles. Enfin, moi, je me souviens quand on a fait l'épidémiologie il y a 20 ans, c'est ça qu'on évoquait. En réalité, les maladies infectieuses sont toujours là, mais l'épidémie annoncée de maladies non transmissibles, elle est extraordinaire. Et elle coûte extrêmement cher en termes de frais de santé pour ces entreprises, parce que un tiers de la population est en surpoids, un tiers va être à risque cardiovasculaire à partir de l'âge de 45 ans, l'âge du premier infarctus moyen par pays est en train de rajeunir de façon extraordinaire. C'était 65 ans en France et maintenant 60 ans. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est 45 ans l'âge du premier infarctus.
Donc toute cette population, en l'occurrence cette main-d'œuvre, et souvent ces entreprises-là sont également impliquées dans les populations locales. Quand vous développez une mine en Guinée, vous avez 10 000 employés, mais vous avez tout autour une province quasiment, ou un département, pour lesquels la seule ressource économique, c'est l'entreprise étrangère qui est installée là. Donc il ne s'agit pas uniquement des employés, il s'agit aussi de leur famille, des villages environnants ou des bourgades environnantes. Donc énormément de préoccupations en termes de prévention, effectivement. Alors si on peut... et donc pour en revenir à la digitalisation, on a affaire là à des consultations distantes partout, dans le monde entier. On est... Je pense depuis le début de la création d'International SOS, beaucoup dans ce qu'on appelait avant les techniques d'information et de communication. Donc maintenant, ces techniques d'information et de communication, bien sûr, la visio, etc., l'Internet, mais en plus la digitalisation qui viennent apporter des moyens de garder effectivement le lien que tu évoquais tout à l'heure. Alors, on a là, par exemple, un jeune homme qui s'appelle Antoine, il a 30 ans, il est ingénieur, il fait son stage en alternance aux États-Unis. Avant de partir, parce qu'il y a tout un travail de préparation à faire, l'entreprise pour laquelle il fait son stage est client de l'International SOS ou d'une société d'assistance. Il s'est connecté au site, il a consulté les guides pays avant de partir, il y a toute cette information, etc. Je passe là-dessus parce que c'est très courant, mais il se trouve qu'à un moment donné, il va développer un problème, il a de la fièvre, il a extrêmement mal à la gorge ou peut-être une sinusite. Et donc, il est aux États-Unis, il appelle l'assistance avec son Assistance App. Il va être mis en relation avec un médecin aux États-Unis, tu évoquais ça tout à l'heure. Donc, la législation en termes de télémédecine, elle n'est pas encore complètement achevée, mais elle est déjà suffisamment avancée pour être assez restrictive, assez organisée. Donc, il faut effectivement un médecin qui soit aux États-Unis. Je crois qu'on le dit après. Il faut qu'il soit, bien sûr, enregistré. Non seulement il faut qu'il soit enregistré dans l'État et qu'il ait une autorisation de pratiquer en téléconsultation. Il faut qu'il soit en conformité, bien sûr, avec la législation. Et puis, comme dans toutes ces données individuelles, ces données personnelles et ces données médicales, il y a un très haut niveau de confidentialité et de sécurité de l'information qui est exigé. C'est vos données à vous, il y a votre nom, il y a votre condition médicale. Et ça, bon, disons que c'est notre métier depuis toujours, mais disons qu'avec toutes ces facilités-là, il faut également s'assurer que cette confidentialité est assurée. Donc finalement, le médecin va voir notre patient, il va être mis en relation avec le patient par le plateau d'assistance. Donc là encore, il y a un verrouillage de la connexion. C'est un médecin particulier avec un patient particulier. Il va pouvoir se faire un diagnostic ou une orientation, faire une prescription médicale. Tout ça est enregistré aussi sa consultation, c'est-à-dire qu'il y a un dossier médical qui est créé pour ce jeune patient aux États-Unis. Et donc, toute cette documentation médicale existe, elle est confidentielle, elle est sécurisée. Une ordonnance sera écrite, sera proposée. Elle arrivera sur l'application de notre jeune étudiant qui pourra se rendre à une pharmacie qu'on lui aura indiquée dans le voisinage de l'université où il se trouve. Donc, voilà un exemple de l'utilisation, de la digitalisation, mais c'est encore relativement expérimental, ce n'est pas tout à fait déployé dans le monde entier. On en a encore quelquefois aux bonnes vieilles techniques. Là, on voit le médecin qui est sur un plateau d'assistance, qui est en conférence visio avec... Un paramédic qui se trouve sur une plateforme en mer de Kara. C'est absolument inaccessible lorsque on a passé le mois de septembre. Et là, il est crucial de pouvoir avoir une consultation de qualité avec un patient, parce que les possibilités d'évacuation sont existantes, mais probablement extrêmement dangereuses et extrêmement coûteuses. Donc là, il faut faire des choix très difficiles. Donc, disons que tout ce qui est télémédecine, téléassistance, c'est des choses qui sont parfaitement connues, parfaitement codifiées. Elles viennent aujourd'hui trouver un développement supplémentaire avec les possibilités digitales. Merci. Mais alors, donc l'application dont vous nous parliez par rapport à ce dossier médical, c'est un petit peu ce que vous proposez aussi, ou est-ce qu'il y a une nuance? Puisque dans votre application, on a aussi le dossier médical,
mais c'est pas aux mêmes fins. Non, En quoi pas- ça va différer en fait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que désirent les patients ou les assurés, etc., c'est certes de prendre en main leur propre santé, mais aussi de pouvoir détenir leurs propres éléments de santé ou leurs propres données médicales et ne pas les partager avec des tiers, ou s'ils ont uniquement envie, avec des autorités médicales spécifiques pour telle ou telle problématique. Autrement, dans l'absolu, ils veulent avoir le contrôle. C'est aussi l'objet de cette GDPR, mais aussi toute la difficulté dans la mutation, j'allais dire, de ces éléments, de sociétés qui ne sont pas en capacité de déployer, on va dire, leurs activités de manière internationale. Pour quelles raisons? Parce qu'en France, il y a des obligations d'HDS, mais au Royaume-Uni, en Chine, ce sont d'autres obligations. Donc c'est impossible pour ces entités de pouvoir traiter toutes ces données de manière différente d'un pays à l'autre. Et je pense aujourd'hui que les patients veulent avoir le contrôle sur ces éléments, ce qui est le minimum. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que vous partez à Hong Kong bientôt. Oui. Je pars à Hong Kong pour travailler à côté de ce monde. Et du coup, c'est que je vais lire les conférences pour voir si je peux avoir des informations par rapport à tout ce que c'est que le social et savoir s'il y a des outils digitaux en fait, sur lesquels il faut que je m'inscrive en tant qu'individuel expatrié pour suivre en fait. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir mettre en relation le médecin que j'aurai probablement là-bas avec un médecin français pour si j'ai une maladie ou quelque chose. Le système à Hong Kong est un système très évolué sur le plan médical, dirais-je. Tout comme en France, il y a des médecins, j'allais dire, dans les rues. On n'est pas obligé, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'aller uniquement à l'hôpital. Donc le système est assez évolué. C'est plutôt d'avoir un plan santé ou une couverture santé reconnue sur la zone sur laquelle vous allez être, permettant d'avoir du paiement direct, j'allais dire, auprès de ces médecins, etc., et d'avoir une couverture suffisamment adaptée à la localisation où vous vous trouvez. Hong Kong est un pays très cher sur le plan médical, arrive en 3e position après Singapour. Donc les coûts médicaux sont très très importants. Et si vous n'avez pas la bonne couverture, vous serez, comme on dit en anglais, de faire un paiement up to front, c'est-à-dire payer d'abord et peut-être vous faire rembourser après et occasionner, on va dire, des montants qui peuvent s'avérer être importants. Mais Hong Kong est très très bien organisé sur le plan médical. Ensuite, au niveau du suivi et des différents éléments, ça peut être un service comme Etelmed, si vous avez besoin d'une consultation médicale en plus à travers visioconférence, etc., ou une application vous permettant d'avoir une surveillance de votre santé, en fait. Pour le suivi du traitement, c'est compliqué parce que les laboratoires diagnostiques qui proposent des médicaments en France ne sont pas forcément les mêmes à Hong Kong. Ouais. Si je prends un exemple à moi, par exemple, je suis sur la vis. J'ai des traitements avec des crèmes de cortisone par exemple en France. Quand je vais partir à Hong Kong, je serai plus remboursé parce que je ne suis pas en France. Je dois retrouver des traitements sur Hong Kong, des laboratoires qui proposent la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est pareil, c'est déjà des solutions aussi ou c'est. Ça, juste pour l'aspect technique, en fait, les médecins qui ont l'habitude de faire de la téléconsultation prescrivent ce qu'on appelle un DCI, une dénomination commune internationale. Ils ne prescrivent pas le nom de la molécule, enfin le nom de la marque, mais le nom de la molécule. Donc vous aurez la même prescription exactement sur Hong Kong et vous trouverez exactement les mêmes produits. Voilà, ça c'est certain. Oui, parce que tous les médicaments, etc., qu'on peut trouver dans le Vidal en France ne seront pas les mêmes finalement dans un autre pays. Les marques ne seront pas les mêmes. Mais par voie de conséquence, on a les mêmes molécules. Les mêmes molécules. Ou des molécules différentes, le cas échéant, mais qui s'appliquent à tel ou tel traitement, en fait. Alors c'est vrai que pour un Français, c'est souvent psychologiquement compliqué, parce qu'il a l'habitude de son propre système de santé, et s'il ne trouve pas une analogie, il y a une certaine forme de panique. Mais j'allais dire, l'anglo-saxon, de manière générale, se pose un petit peu beaucoup moins ce type de questions, en fait, par rapport à cela. Puis, même si vous partez avec la CFE, c'est pareil. Tous les médicaments ne sont pas remboursés s'ils ne sont pas pris en compte par cette dernière ou pas référencés sur la liste, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je voudrais qu'on conclue juste en 2 mots. Comment vous voyez, docteur Biberson, l'évolution justement
de la digitalisation des solutions de prévention médicale. Comme ça, si on doit se projeter dans 10 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que vous auriez par exemple une vision de la chose? Est-ce que parmi vous quatre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une vision? Comment ça sera? Bien sûr. Peut-être, c'est un peu philosophique, mais je pense que l'information du patient va continuer de se développer. Je pense que pendant longtemps, le patient, on n'avait pas besoin de lui expliquer ce qu'il avait, puisqu'on le savait, et puis qu'on allait lui donner. Mais de plus en plus, la coopération du patient, l'information du patient, l'intelligence du patient par rapport à sa condition, vous avez une maladie chronique un petit peu compliquée, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer de se développer. Et je pense que les médecins ne vont rien perdre là-dedans, bien sûr, puisqu'ils auront ce rôle de pédagogue, ils auront ce rôle aussi de suivi, parce qu'une condition évolue, elle peut se stabiliser, elle peut régresser, etc. Donc, par contre, je pense que l'éducation du patient et l'intelligence du patient par rapport à sa condition, que ce soit en curatif, j'allais dire, une fois lorsqu'on est victime d'une condition médicale, ou en préventif, et bon, le sujet était beaucoup sur le préventif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles aux patients en préventif. On peut pousser de l'information, on peut pousser de l'intelligence, on peut lui dire voilà pourquoi tu as du cholestérol, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses surtout, et on se donne rendez-vous dans 1 mois ou dans 2 mois et on refait un bilan et on regarde comment ça va, est-ce que tu as bien compris, etc. Très bien. Barbara. Alors, en termes de santé, je dirais que le numérique, on est un petit peu, je pense, à une de ces grandes révolutions qu'il y a eu en santé, comme le jour où il y a eu la radiologie. C'est-à-dire que non seulement ça a changé la relation du patient avec son médecin, il y a un tiers, il y a le radiologue, il y a l'instrument, mais surtout ça a non seulement développé la capacité de voir ce qui se passait dans le corps, mais aujourd'hui on peut faire de la neuroradiologie interventionnelle, on peut aller placer des stents dans le cerveau. Et si on peut placer des stents dans le cerveau, c'est parce qu'il y a toutes ces choses-là qui sont développées. Donc on n'a aucune idée actuellement de ce que ça va être dans 2 ans, dans 5 ans et encore moins dans 10. Donc il y a une révolution comme il y a déjà eu. Oui, mais c'était une très bonne perspective. Donc c'est une révolution comme il y a déjà eu. Donc la médecine s'est déjà adaptée à ces révolutions-là. Il y a des nouveaux métiers. Il y a des échographistes, il y a des neuroradiologues. Voilà. Il va y avoir des nouveaux métiers. Ça va commencer en France avec le plan Ma Santé 2022, dans lequel il est prévu qu'il y ait des assistants médicaux, des gens qui vont pouvoir aider les médecins libéraux à s'inscrire, à utiliser les applis, etc. Donc ça va changer les métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a de nouvelles maladies qui vont... Il y a peut-être des nouvelles maladies comme il y en a régulièrement, mais surtout il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est évident. Le radiologue par exemple, on le voit très bien. Même le dermatologue, c'est une profession qui va peut-être disparaître. Actuellement, les machines qui sont capables de faire de l'analyse d'image avec un peu d'intelligence artificielle sont à peu près à 90-95% de fiabilité. Y compris en psychiatrie, vous avez actuellement de l'analyse d'image, de contenu textuel, d'expression faciale, de suivi du mouvement oculaire, qui sont capables de faire un diagnostic, c'est de la bribe à peine, hein, mais d'une dépression avec une précision qui est pour le moment autour de 50%. Alors, je ne parle pas de thérapie, je parle de diagnostic. Donc on arrive à faire des choses absolument incroyables et ça n'est que le début. Donc ça va être comme la radiologie, comme le jour où on est capable de faire des radios, on va arriver à une révolution et puis on va s'adapter à ça et on va avoir au fur et à mesure des nouveaux usages. Là, la vidéoconsultation, on commence, on est avec des radons et on essaie de voir un petit peu ce qu'il va y avoir derrière l'os. On est vraiment au tout début. Merci. Oui, et donc pour continuer sur la même lancée, non, effectivement, des outils patients, parce que nous, c'est notre philosophie, c'est d'aider les patients à comprendre leurs données de santé. Et au-delà de ça, on voit depuis 4-5 ans qu'il y a de plus en plus de services qui naissent. Donc nous, on travaille sur les données de santé, il y a de la téléconsultation, il y a de plus en plus de services qui se créent. Et donc moi je crois beaucoup dans les prochaines années à des concentrations en fait de ces services, c'est-à-dire ne plus avoir X services, mais de finalement avoir à partir d'une même plateforme l'intégration de tous ces services-là. On commence à travailler là-dessus avec certains assureurs, mais je pense qu'avec le DMP, etc., on pourrait imaginer que en fait nos 3 services, le dossier médical personnalisé, voilà, que vous pouvez depuis cette semaine d'ailleurs créer. Vous demandez à votre médecin, ou vous vous inscrivez, c'est public. Ça a coûté d'ailleurs des
centaines de millions d'euros. Donc, il faut l'utiliser. Mais on pourrait imaginer en fait que nos quatre services en fait soient un seul et même service finalement. Mon assureur qui va me proposer mon carnet de santé intelligent où je vais pouvoir avoir une analyse de mes premiers risques. Je vais pouvoir ensuite appeler directement mon médecin qui va ensuite rediriger vers mon assisteur qui va me prendre en charge. Et en fait, et donc je crois que tout ça tous les acteurs et les industriels vont de plus en plus créer des partenariats pour avoir en fait pour un seul et même outil pour le patient, pour que ce soit un peu plus simple, parce qu'aujourd'hui il faut quand même être un peu geek si on veut. Ne serait-ce qu'utiliser, si vous êtes salarié, vous avez sûrement vous avez sûrement accès à plein de services et vous le savez même pas parce qu'il faut aller créer un compte là, un compte ci, et puis voilà. Parfait. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Excusez-moi, Olivier. Moi, je pense que le diagnostic, certes, s'est amélioré, ne va faire que s'améliorer, ne serait-ce qu'avec les outils, l'intelligence artificielle, etc. Mais moi, je pense que le gros défi technologique, sur lequel tout le monde est, c'est la prédiction des maladies, en fait. C'est la partie prédictive. Aujourd'hui, en France, on est sur du curatif, on avance sur la prévention. Et le vrai challenge, et celui qui est déjà en mouvement, c'est d'avoir la prédiction de ses propres maladies. Avec les génomes, les marqueurs génétiques, etc. Entre prédiction, prévention. Prévention, on va essayer de traiter en amont une problématique. La prédiction, c'est de prédire avec vos éléments génétiques des problématiques qui vont survenir demain et que si vous les traitez très très en amont, vous allez pouvoir déjà contrer ses propres maladies en fait. Et vivre encore plus. C'est-à-dire qu'en fonction, chacun a un passé génétique ou un code génétique qui est différent. Et en fait, aujourd'hui, la technologie, et ça je pense que c'est le vrai bouleversement, va amener le fait de pouvoir très très en amont de la chaîne, de pouvoir traiter ces éléments. Ce qui va amener à vivre beaucoup plus vite, entre guillemets, et potentiellement en meilleure santé. Et bon, cela va avoir aussi un coût, en fait, ça. Et c'est le développement de toutes ces technologies autour qui va permettre d'apporter aussi ces éléments. Et aujourd'hui, cela existe déjà. Ces marqueurs génétiques, aujourd'hui, les grandes sociétés, l'acteur numéro 1 dans le monde qui est Google, avec une société qui s'appelle Verilco, dont l'objet c'est la vie éternelle qu'il veut apporter aux gens. Donc c'est pas rien, ne serait-ce que ça, c'est pas rien en fait. Et puis ils en ont les moyens potentiellement en fait, si la technologie évolue comme elle évolue aujourd'hui à vitesse grand V. Messieurs, merci beaucoup. Merci Sandrine.